Le Grand Dehors, le podcast d'aventure nordique, présenté par Régis Kahn. Le backcountry, c'est le ski de randonnée nordique. Son acronyme, c'est SRN, le ski sauvage, celui qui file à travers forêts, plateaux enneigés, toujours et encore en talons libres. Il y a 10 ans, Salomon quittait le terrain de jeu du ski de randonnée nordique. Mais en 2025, la marque fait son grand retour dans le monde du backcountry. Ce retour, ce n'est pas juste une histoire de produit, c'est une histoire de passion, d'héritage et de glisse en liberté. Pour comprendre pourquoi Salomon revient sur ce segment et comment cette nouvelle gamme a vu le jour, je reçois aujourd'hui Pascal Margueron, Marketing Product Line Manager chez Salomon, basé à Annecy. Ensemble, on va parler de la genèse du projet, de la philosophie de la marque et des skis et fixations BC Outside. Bienvenue dans les coulisses de ce grand retour. Bonjour Pascal et bienvenue dans le Grand Dehors. Salut Régis. Belle intro. Hein. Merci. Très belle intro. Ça te donne envie d'aller skier ? Bah direct. Voilà. Direct. Tu sens la passion qui nous anime ? Ah, on voit clairement où tu es et ce que tu fais, c'est clair. Ouais. Bienvenue chez Aventure Nordique, le spécialiste du ski de randonnée nordique. C'est vrai que c'est une passion et on a envie, dans le cadre de ce lancement du Grand Dehors, le podcast, de t'inviter pour parler de ce retour parce qu'il est attendu. La pratique du randonnée nordique, ça nous tient à cœur. Pascal, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ton parcours dans le monde du ski, comme ça on comprend mieux qui tu es. Alors, déjà merci de m'inviter, merci de penser à Salomon pour ce premier podcast, on est ravis d'être là, je suis ravi d'être là, et en tout cas merci de mettre la lumière sur ce qu'on lance cette année en backcountry, dont on est très fiers. Du coup, moi, écoute, je suis né dans le Beaufortain, donc facile, ski au pied dès que j'ai su marcher. D'abord en ski alpin, puis ensuite en ski nordique et en biathlon, où j'ai fait un peu de haut niveau. Ensuite, les études m'ont amené chez Rossignol, où je suis rentré comme chef de produit textile pendant 5 ans. Et en parallèle de ça, j'avais aussi fait un peu de coaching au comité de Savoie, en biathlon, avec différents groupes. Et ensuite, j'ai fini avec l'équipe de France paralympique, où là, j'ai fait 2 Paralympiades, donc 6 ans, en parallèle de ce que je faisais chez Rossignol. Okay. Donc, je suis allé jusqu'aux Jeux de Pékin. C'était une super aventure humaine. C'était vraiment génial. Et voilà, et du coup, en plus de ça, parce que oui, ça suffisait pas, avec des amis, on a repris la société qui s'appelait Biathlon Expérience, qui était tenue par Xavier Blond. Et du coup, aujourd'hui, Nordic Expérience, et Alliance Ski, qui ont notamment la charge du Martin Fourcade Nordic Festival, avec les copains, donc Yann, Alexis, Kevin, Pierre et Martin, du coup. Okay. Gère cette boîte. Aujourd'hui, moi, là-dedans, je fais plus rien. Je leur tire mon chapeau parce qu'ils font vraiment un super boulot pour le nordique en France et je trouve que c'est une belle mise en avant de notre pratique, notamment auprès des jeunes et auprès du grand public. Donc du coup à la suite de tout ça chez Rossignol, les handisports et du coup Biathlon Expérience, je suis parti chez Salomon, donc en 2022 où du coup j'ai intégré l'équipe nordique en tant que chef de produit ski et fixation. Alors tu m'as dit tu nous as donné la version un peu international du nom, qui est un peu compliqué. Oui. Mais voilà, je suis chef de produit marketing, ski et fixation nordique, donc depuis 2022 maintenant. D'accord. Voilà. Donc depuis toujours dans le ski en fait. Ouais, depuis toujours dans le ski. Plutôt de près. Ouais. Et tu skis toujours ? Quelle pratique tu... Ouais, je skie toujours beaucoup. Avec les copains, il n'y a plus d'ambition, même si on se fait 1 ou 2 courses par an comme ça, juste pour se motiver. Mais non, je skie beaucoup, en ski de fond, en ski alpin, toute pratique, on se fait plaisir. En rando nordique ? Un petit peu. J'ai été amené à en faire du coup pour le lancement de la gamme. J'ai eu aussi à en faire via mon monitorat de ski nordique dans le Jura. Donc c'est une pratique que j'apprécie, que je fais trop peu, c'est sûr. Mais en tout cas, qui est super cool et
et qui en tout cas, avec les produits qu'on a pu développer et les tests qu'on a pu faire, etc., me donne envie vraiment de pousser beaucoup plus loin cette pratique-là. Ouais. D'ailleurs, tout à l'heure, tu me disais que tu as eu ton monitorat, donc tu accompagnes, tu guides des gens, t'es BE nordique. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors du backcountry, on en fait quasiment pas. Moi, je suis au saisie, donc Oui, c'est ouais. beaucoup de la piste. Et avec les réglementations qu'on a sur place, c'est vrai que c'est quand même parfois compliqué de faire du backcountry avec les zones de biotope, le Ah oui. tétra, etc. On n'est pas forcément autorisé à sortir des pistes. Mais en tout cas, voilà, dans des pays où j'ai eu la chance d'aller, j'ai pu en faire un peu aux États-Unis, en Scandinavie. Bon, bah là, c'est le paradis, quoi. Ouais. C'est Et puis, clair. et puis, comme vous relancez la gamme, en vrai, tu vas être amené à en faire plus, j'imagine. Bah là, ça fait déjà 2-3 ans qu'on Oui. en fait quand même pas mal, qu'on en fait régulièrement dans l'hiver. On trouve des spots autour de chez nous pour en faire, Oui. autour d'Annecy, Oui. que ce soit voilà, Haute-Savoie, Savoie, Vercors, Jura, il y a clairement de quoi faire, que ce soit pour une heure ou Ouais. une journée. On trouve le terrain adéquat pour faire du backcountry, il n'y a pas de souci, quoi. Là-dessus. Je vais pas le redire en anglais parce que c'était un peu long et, comme tu dis, un peu pompeux, mais encore que moi j'ai bien compris. Mais ton métier, c'est à la fois technique, stratégique, c'est-à-dire que tu fais quoi concrètement? C'est toi qui développes, toi tu parles du marketing, donc c'est pas vraiment du développement. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, moi, en fait, mon travail dans la BU, c'est d'arriver à définir le besoin. C'est de se dire, bah voilà, on a un besoin d'un nouveau modèle, d'un nouveau design, d'une nouvelle histoire, etc. Et d'arriver ensuite à faire le brief qui va du coup mener au développement du produit. Donc le brief, ça va définir le ski en tant que tel, à quel consommateur il s'adresse, quel type de skieur, quel niveau, pour quel pays éventuellement, Ouais. à quel prix, etc. Donc c'est vraiment la fiche d'identité du produit. Donc voilà, mon travail, c'est de définir cette fiche d'identité pour qu'ensuite l'équipe développement, l'équipe R&D, l'équipe qualité, l'équipe design puissent du coup mettre le produit en marche et le rendre fonctionnel pour qu'à la fin il réponde aux besoins du marché, quoi. Ouais. Donc, tu as la croisée du marketing, du développement produit et aussi du test produit, puisque tu vas aussi sur le terrain concrètement. J'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de toucher à tout Ouais. et d'être au centre d'un peu tous les corps de métier de la BU, et ça c'est vraiment une chance et quelque chose que j'apprécie énormément. Ouais. C'est clair. Tout à l'heure, dans mon introduction, en fait, j'ai parlé de retour parce qu'il y a eu une absence. Mais en réalité, Salomon, c'était un des précurseurs dans le backcountry il y a quelques années et pendant plusieurs décennies. Pascal, il y a eu 10 ans d'absence. Pourquoi ce retour? Puisque du coup, si je t'ai invité, c'est aussi parce que tu es à la source de ça, à l'écoute du marché, du client. Donc, explique-nous tout. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des tendances, voilà, qu'on sent via les voyages qu'on peut faire, les visites qu'on fait dans les magasins, les gens qu'on rencontre, etc. Et puis aussi l'environnement global, hein. Aujourd'hui, il y a le réchauffement climatique, il y a eu le Covid, voilà, il y a des choses comme ça à côté desquelles on ne peut pas passer. Et on est obligé de s'y intéresser et du coup de voir voilà, comment le monde évolue et comment il va évoluer. Donc là-dessus, effectivement, il y a une tendance qui a été relevée, mais ça date d'avant le Covid, sur un besoin des gens, voilà, d'aller dehors, d'aller prendre l'air, de s'aventurer à l'extérieur. Et en fait, le Covid est venu renforcer ce feeling qu'a pu avoir donc, la BU nordique de Salomon. Ouais. Et effectivement, le Covid a confirmé ça, parce qu'on a vu après le Covid une explosion de la micro-aventure, de la van life, de tous ces types de pratiques qui existaient déjà avant, mais qui étaient un petit peu plus confidentielles. Et là, vraiment, voilà, c'est venu confirmer cette volonté des gens d'aller dehors, d'aller prendre l'air. Et du coup, nous, avec ce projet de backcountry, de retour dans le backcountry, ça s'est super bien matché avec ça, quoi, avec cette tendance. Et c'est vrai que du coup, on était déjà lancé en fait quand c'est arrivé. Mais on va arrêter après avec l'absence parce que j'en parle, parce que ça a été
ça n'a pas été un traumatisme, mais quand on a su que Salomon arrêtait la rando nordique, je peux dire nous, les pratiquants, on a eu quand même du mal à se dire mais waouh, en fait, ils étaient précurseurs, il y avait des super skis, et puis ils s'arrêtent, ils nous abandonnent un petit peu. Alors, est-ce que tu peux juste, peut-être que tu n'as pas suivi l'histoire, mais pourquoi cet arrêt aussi? Alors, c'est des questions stratégiques. Ouais. Voilà. À l'époque, c'est vrai que la gamme XADV, c'était une gamme qui était, comme tu l'as dit, assez précurseur. Peut-être trop en avance sur son temps, avec ce côté versatile, qui est ressorti du coup après le Covid, où les gens, bah voilà, ils voulaient des produits pour tout faire. Enfin, Oui. que en gros, tu aies un kit dans ton van et puis que tu puisses tout faire avec, quoi. L'XADV, c'était un peu ça. Mais c'était peut-être trop tôt par rapport au marché. Et puis après, voilà, des choix stratégiques d'orientation du développement, de l'orientation des investissements, qui du coup ont plutôt poussé côté ski, piste, donc Ok. sur le racing, sur la performance, pour du coup devenir une marque crédible, mais au niveau des résultats et au niveau de la course. Donc c'est sûr que voilà, il y a eu des choix à faire à ce moment-là. Et effectivement, la gamme XADV, qui était une super gamme, a été arrêtée. Et donc voilà, pour se concentrer sur d'autres objectifs tout simplement. Donc ça a été des choix stratégiques qui ont Ouais. fait des malheureux, malheureusement. Oui. Enfin voilà, hein, on le sait. Et depuis, sans arrêt, voilà, il y a des gens qui en ont parlé, qui revenaient dessus, qui demandaient quand est-ce que Salomon allait revenir en backcountry, etc. Donc ça a toujours été là. Le backcountry, c'est jamais vraiment parti. Et c'est sûr que là, voilà, en 2025, on est ravis de revenir avec quelque chose de cool. Ouais, mais je doute pas que c'est jamais parti. Et puis je comprends aussi que stratégiquement, à un moment donné, ça peut être un autre positionnement. Vous êtes allé sur la randonnée alpine? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, et côté ski alpin, effectivement, il y a de la randonnée, alpine. Ouais. Et c'est vrai qu'à une époque aussi, la rando nordique, c'était un petit peu délaissé par les marques. Et puis c'est vrai que ça reste une niche. Nous, au quotidien, dans notre métier d'aventure nordique, et puis même en pratiquant, tu vois encore des gens avec du XADV. Tu vois encore des gens qui disent ouais, j'ai une fixation, je cherche la chaussure. Donc tu sens que c'est encore très prégnant. Et je suis sûr qu'en écoutant ce podcast et puis en voyant aussi la nouvelle gamme de ski, ça va titiller certains pratiquants et ça, c'est trop bien. Je vais aller plus loin dans ma question parce que moi, j'essaye, tu sais, j'ai l'œil aiguisé sur ce qui glisse avec ou sans écailles. Moi, j'avais quand même, quand je dis vous avez abandonné, j'avais quand même repéré qu'en Amérique du Nord, il y a une gamme qui a persisté. Alors, on avait l'impression que c'était plutôt des skis, alors je ne sais pas comment vous appelez ça, mais plutôt des skis de fond hors track, off-track plutôt. C'est-à-dire que, enfin, j'ai vu que, bien sûr, il n'y avait pas cette offre pendant quelques années en Europe ou en Europe du Sud, mais qu'il y avait quelques skis qui s'appelaient backcountry, qui n'étaient pas disponibles pour la France, mais peut-être pour les États-Unis. Alors, qui ne correspondaient pas forcément à notre marché, avec des skis très étroits, très longs. Mais du coup, vous ne l'aviez pas totalement abandonné. Je me trompe? Non, tu te trompes pas. C'est pas pour rien que tu es l'expert du backcountry. Hein. Non, effectivement, on a gardé, comme on dit, un filet de gaz sur le backcountry avec cette gamme donc, qui était exclusive Amérique du Nord. Effectivement, on avait 4 modèles. Ouais. 4 modèles de ski avec différentes largeurs. Hein, quand même, ça montait jusqu'à 83 en spatule. Donc des skis qui rentrent plus dans la trace, qui étaient quand même dédiés à une pratique backcountry. Alors c'est des skis voilà, qu'on a vendus pendant quelques années et qui nous ont servi aussi d'appui pour la gamme qu'on lance aujourd'hui. Ça a été une école de... Comment dire ? On a appris via ces skis aussi ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait plus faire et on est reparti quasiment de zéro pour faire quelque chose d'assez innovant et d'assez disruptif, je pense, sur le marché. Tu vas nous en dire un peu plus après. Est-ce que ça veut dire aussi que vous gardiez le pied dans le backcountry auprès de vos clients, en disant auprès de vos clients peut-être de grands donneurs d'ordre, parce qu'on sait que dans le backcountry, toutes marques confondues, il y a des grands marchés, il y a l'Amérique du Nord, Canada compris, je pense, il y a la Norvège, la Suède, puis après un petit peu le reste du monde avec
l'Europe du Sud, dont la France, peut-être un peu le Japon d'ailleurs, tu pourras m'en dire plus, mais est-ce que c'est quelque part de rester sur ce marché des grands donneurs d'ordre qui fait qu'à un moment donné, vous étiez quand même beaucoup à l'écoute de ce marché en disant, attends, on a le pied dedans, là on sent qu'ils nous demandent quelque chose, on va vraiment peut-être s'y remettre, en plus du Covid, en plus dans la stratégie. En fait, nous, c'est sûr aujourd'hui, on est très fort en Amérique du Nord, Salomon. Et du coup, de garder ce pied dans le milieu du backcountry, on va dire que c'était une opportunité. C'était une opportunité pour nous et qui nous a servi de point d'appui pour développer et arriver avec quelque chose de neuf. Voilà. Okay. Donc on a gardé ce contact, on a gardé cette gamme assez restreinte pour préparer le futur en fait, tout simplement. Alors je ne sais pas si c'est toi ou avec ton équipe, ok, vous gardez l'écoute du client, vous avez encore une gamme, très bien, mais à un moment donné, il va falloir convaincre en interne, aller voir le top management et dire ok, nous on a envie de remonter une gamme backcountry. Certes, c'est sans doute une activité de niche. Comment on convainc en interne, alors que vous pourriez faire une croix dessus et puis vous dire bon, on a d'autres choses à faire ou qui feront plus de volume, qui feront plus de sens, je sais pas. Comment on convainc en interne pour dire on va être une équipe, on va relancer du développement avec des coûts associés, puisqu'on va voir tout à l'heure qu'on est quand même sur du développement d'un ski, d'une fixation, de chaussures. Tu peux m'en dire plus là-dessus ? Écoute, là-dessus, comme je te disais tout à l'heure, il y a des choix qui ont été faits il y a une dizaine d'années d'arrêter le XADV. Et en fait, à ce moment-là, le but, c'était de crédibiliser la marque Salomon en racing. Aujourd'hui, du Salomon, on en voit tous les week-ends à la télé, sur les podiums, etc. Donc de ce côté-là, si tu veux, la mission, elle est réussie. Et du coup, en interne, il y avait cette volonté de revenir avec du backcountry, porté par Nicolas Stamos, donc notre patron de BU. Et en fait, ça n'a pas été très compliqué de convaincre les gens qu'il y avait ce comeback à faire qui fait complètement sens en fait dans notre groupe, dans la marque Salomon qui est aujourd'hui une des marques leaders dans l'outdoor. Et clairement de dire, aujourd'hui on a une partie du marché du nordique qui n'est pas adressée via notre offre produit. Et on va le travailler. Et en plus, c'est une partie du marché où on fait complètement sens et où on est complètement crédible via ce qu'on fait l'été ou ce qu'on fait en alpin, comme tu le disais tout à l'heure, avec des gammes comme MTN, où là, c'est des gammes dédiées à la montagne. Est-ce que ça veut dire aussi que vous considérez que peut-être certains de vos clients pourraient passer du trail à la rando nordique, de la randonnée alpine à la rando nordique, puisqu'on voit que les pratiquants sont de plus en plus polyvalents, versatiles peut-être aussi, mais ça avait ce sens-là peut-être ? Alors, initialement, pas forcément, j'ai envie de te dire, mais c'est sûr que quand on voit aujourd'hui les gens, comment la pratique des gens évolue, c'est une possibilité. De se dire, aujourd'hui je pars en ski, je pars avec ma voiture, dedans j'ai mon pack de ski alpin, de ski de rando, j'ai mes baskets pour aller courir, et puis j'ai mon pack de backcountry qui va me permettre d'en faire n'importe où, tant qu'il y a de la neige. Du coup, effectivement, ça va bien dans cette mouvance-là. Après, nous, le but aujourd'hui, c'était vraiment d'adresser des marchés où le backcountry existe déjà en tant que tel, est une pratique à part entière, qui est plutôt très développée. Le backcountry, aujourd'hui, on ne se rend pas trop compte dans nos marchés d'Europe du Sud, mais dans certains pays, c'est 30% du ski de fond. Donc c'est quelque chose de très important quand on prend des pays comme le Canada, la Norvège, la Russie, où aujourd'hui on ne travaille plus, mais en tout cas des pays où il y a de la neige partout, tout l'hiver, et le backcountry finalement c'est un moyen facile de pratiquer un sport d'outdoor, même s'il y a de la neige. Le running c'est parfois compliqué, le ski de rando alpine il faut de la pente. Il te reste la raquette, le patin à glace si tu as la chance d'avoir un lac pas loin de chez toi sans neige dessus, mais clairement le backcountry je pense que c'est la pratique la plus universelle pour tous les pays qui ont de la neige l'hiver, quoi. Tout à l'heure tu disais
Finalement, on pourrait sortir de sa voiture et sortir les skis de backcountry et puis partir sur un terrain enneigé comme ça. J'ai pas tout à fait l'impression qu'en France, on en soit encore là, où c'est une pratique qui est un peu connue, méconnue. Par contre, c'est possible qu'on ait cet élan dans les autres pays? Alors, cet élan, tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Dans les pays où il y a une culture du backcountry, si tu veux, les gens, pour eux, c'est naturel d'avoir leur pack dans la voiture et puis d'aller en faire. Là, à l'arrière du bâtiment, il y a de la neige, on va skier, quoi. On se pose pas la question. En Europe, c'est vrai qu'on a, en tout cas en France, on a des stations de ski hyper délimitées où tu vas acheter ton forfait, tu vas pratiquer sur une piste damée, etc. Donc, on a ce confort-là que n'ont pas plein de gens dans le monde où ils n'ont pas le même système que nous, ils sont un petit peu moins équipés en dameuse, où il y a une station, mais elle est à 1h30 de route. C'est la réalité dans plein d'endroits dans le monde. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, du fait qu'on ait une facilité d'accès à des infrastructures qui sont quand même hyper performantes, hyper bien pensées et accessibles, mine de rien, on ne se pose pas la question de il y a un tout petit peu de neige, je peux aller skier à côté, ou est-ce que j'irai pas faire du ski autrement? Parce que on a tout ça à portée de main. Dans plein d'autres pays, c'est pas le cas. On citait tout à l'heure le Canada, il n'y a pas de station de ski, il y a pas une station de ski par ville où il y a de la neige. Donc les gens, s'ils veulent pratiquer, c'est par eux-mêmes. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de faire du backcountry, tout simplement. Et quelque part, tu dis faire du ski autrement. Est-ce que Salomon, il pourrait pas accompagner ce changement de vision? C'est-à-dire que on voit bien que, en tout cas en Europe du Sud et particulièrement en France, certes, on a beaucoup de structures, d'infrastructures, mais ça devient de plus en plus compliqué de les financer. On voit aussi avec le manque de neige. Est-ce que le backcountry pourrait pas être un outil de diversification des activités nordiques, de moyenne montagne, sur les plateaux d'altitude? Évidemment, pas un outil de substitution ou de remplacement, mais on fait du ski de fond, on fait peut-être un peu de randonnée alpine, on fait de la raquette, et on pourrait introduire du backcountry, puisque tu l'as dit aussi, c'est peut-être, ça fait sens aux aspirations des pratiquants. Qu'est-ce que tu penses sur ce sujet? Est-ce que c'est une discussion que vous avez Alors, nous, on a aussi cette réflexion sur le futur, de se dire, aujourd'hui c'est une réalité, le réchauffement climatique, il est là. Il y a de moins en moins de neige, malheureusement, dans certains endroits du monde à une certaine altitude. Et du coup, il faut qu'on réfléchisse à demain. Et comment on va adresser la pratique dans ce contexte qui est changeant et qui évolue quand même rapidement. Je pense qu'en 20 ans, on est passé d'hivers normaux, entre guillemets, à des hivers très variables, pour le dire de façon cool. Sympathique. En tout cas en France. Et c'est vrai que du coup là-dessus, pour nous, le backcountry, c'est une pratique qui va être amenée à grandir dans le futur. En tout cas, moi, c'est une conviction que j'ai, tout simplement par la simplicité que ça apporte. On en parlait tout à l'heure, en France, on est gâté, on a des super stations de ski nordique avec un damage au top, etc. Le jour où la neige va commencer à manquer dans ces stations, il y a des problématiques qui vont se poser, que ce soit l'enneigement, que ce soit la viabilité, etc. Et il sera peut-être plus compliqué de pratiquer le ski nordique comme il se pratique aujourd'hui. Du coup, le backcountry, du fait de son accessibilité, de sa simplicité, j'ai ma paire de skis et je peux aller dans le jardin ou dans le champ en face ou dans la forêt, fait que ça va devenir une pratique peut-être d'opportunité. C'est-à-dire, il neige, ils annoncent de la neige demain, je peux aller faire du backcountry. Et la neige, elle est là 3 jours, c'est pas grave, j'en ai profité pendant 3 jours. Et puis après, je peux faire autre chose, je peux aller faire du vélo, je peux aller faire Là où la pratique d'aujourd'hui, c'est on va skier sur des pistes, et quand il n'y a plus de neige, on ne sait plus trop quoi faire. Donc effectivement, ça va être aussi un moyen, je pense, pour les gens qui vivent du ski, de continuer à le faire, mais avec une vision un peu différente et avec des pratiques peut-être différentes, de repenser un petit peu la montagne de demain. Alors, ce ne sera pas dans un an, ce dont je parle, j'ai aucune idée de quand ça va arriver. J'espère que ça n'arrivera jamais. Mais en tout cas, c'est de se dire, s'il y a des hivers difficiles,
le backcountry peut être un moyen, en tout cas pour les stations, pour les loueurs, pour les magasins comme toi aussi, de continuer de fonctionner et de travailler via une pratique un petit peu nouvelle et une nouvelle façon d'aborder le ski nordique. Oui, c'est un autre état d'esprit. Pascal, je suis assez content que tu me dises ça. Tu sais, je vais vraiment faire écouter ce podcast à tous les gens qui m'entourent parce que ici, on est à Lens-en-Vercors et on habite sur un plateau. Derrière, de l'autre côté, il y a la vallée d'Autran-Méaudre et ces questionnements, on les a puisque l'avenir du ski, nos villages vivent de ça, du ski nordique, du ski alpin et j'ai envie de leur faire écouter le podcast pour leur dire qu'il y avait peut-être un embryon de solution, ou en tout cas de trouver autre chose et de sortir un peu des sentiers battus. Et ce que j'aime aussi avec la rando nordique, c'est que, parce que tu m'invites à le dire, c'est que c'est le ski des origines. C'est grâce à ce ski qu'on s'est déplacé. On peut dire ce qu'on veut, mais les autres, c'est du ski sur des pistes pour du loisir. Et finalement, ce ski des origines, il devient peut-être un ski d'avenir. C'est classe, non ? C'est comme la vie. un éternel recommencement. Non, effectivement, c'est le ski des origines. Voilà, quand on voit les peintures rupestres qu'ils ont trouvées en Scandinavie ou ailleurs, les skis congelés dans les glaciers ou autres, c'était du backcountry, des skis en bois avec, quand c'était moderne, ils collaient une peau d'animal, il y avait une peau d'animal collée dessous pour retenir. Aujourd'hui, c'est sûr que l'évolution de la pratique dans les stations a mis un petit peu de côté ce backcountry, même si, comme je disais tout à l'heure, dans certaines parties du monde, c'est quelque chose qui est encore énormément pratiqué et extrêmement apprécié des gens. Tu vas au printemps en Scandinavie, ils sont tous en backcountry pour aller faire aux vacances d'avril. Et en famille. En famille, entre potes, ils amènent le barbecue sur le sac, ils vont se griller 3 saucisses au sommet du plateau avec des bières, et puis c'est dans la culture. Aujourd'hui, chez nous, on l'a un peu perdu du fait du développement du ski, et encore une fois, c'est très bien ski. Moi là-dessus, je remets pas du tout en cause, tout ça, mais c'est plutôt de dire, il y a des solutions aussi pour les périodes qui sont un peu plus compliquées et qui seront peut-être un petit peu plus compliquées dans le futur, et en tout cas des façons de penser et des façons de travailler le ski nordique qui peuvent être un petit peu différentes, mais qui fonctionnent tout aussi bien et qui, en tout cas, amènent tout autant de plaisir. Moi, les gens avec qui j'ai été amené à faire du backcountry, mais ils ont adoré. Ils ont le sourire, ils ont passé des bons moments, ils se sont créés des souvenirs. Et là-dessus, c'est ce qu'on cherche quand même quand on va faire un loisir, quoi. Donc je pense qu'il y a des choses à faire, des choses à développer, mais c'est sûr que nous, en tant que marque, en tout cas, on doit aussi éduquer, nous les premiers. Aujourd'hui, c'est sûr qu'en interne, on doit éduquer aussi sur qu'est-ce que le backcountry, pourquoi c'est cool, comment ça fonctionne, comment on fait du backcountry, parce que c'est pas la même chose, il y a un aspect nature, sécurité, c'est pas j'achète mon forfait et je suis les panneaux, c'est un petit peu plus engagé que ça. Quand on pousse, mais on peut aussi faire la micro-aventure. Là on est dans ton shop, il y a de la neige dans le champ devant, on peut faire du ski ici, et pour autant on va pas se mettre en danger, on n'a pas besoin de préparer tout ça des jours à l'avance, quoi. Donc c'est nous aussi en tant que marque d'accompagner en tout cas le pratiquant, les magasins, nos commerciaux, c'est vraiment tout l'écosystème qui doit être aussi éduqué et pas briefé, j'aime pas ce terme-là, mais en tout cas que les gens comprennent un petit peu les bénéfices qu'il y a dans le backcountry, quoi. Je pense que tu as totalement raison et ça je peux en témoigner aussi, c'est-à-dire que quand tu as un commercial qui passe, quelle que soit la marque d'ailleurs, et qui a une palette de produits à vendre dans un magasin, et si par exemple il doit vendre des chaussures, des vêtements, du ski de fond, du ski de rando, souvent effectivement on a vu, alors pas chez Salomon puisque vous êtes là, c'est le comeback, mais c'est vrai que la rando nordique c'est pas forcément la pratique la plus pratiquée ou la plus comprise d'ailleurs. Et Pascal, parlons franchement. Toi, t'aimes la glisse, t'as fait de la compétition. En randonnée nordique, on marche, on glisse pas. T'as peut-être fait de la randonnée alpine. En randonnée alpine, on descend. Il y a tu vois, il y a
il n'y a pas de descente en rando nordique, c'est une pratique ringarde. Pourquoi vous remettre là-dessus? Je te cherche un peu, je te titille, mais tu vois ce que je veux dire? Moi, je l'entends ça tous les jours. Alors, comment on va casser ces codes? Comment on va casser cette perception? Je pense qu'on va casser cette perception en mettant les gens sur la neige. Et c'est clairement nous, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on a fait pour ce lancement. C'est de mettre les gens sur la neige et de leur faire essayer la pratique, déjà. De se rendre compte à quel point c'est cool. Et d'essayer nos produits pour se rendre compte à quel point ils sont cool et ils sont fun. Voilà. Nous, le but, ça a été d'amener du fun dans la pratique. On est parti de zéro. Hein, on est parti du skieur en lui posant la question, qu'est-ce que tu cherches quand tu vas faire du backcountry? C'est quoi les choses qui t'embêtent, qui te font peur, qui te freinent, et à l'inverse, qu'est-ce qui te fait sortir, qu'est-ce qui te fait aller dehors, etc. Et on a vraiment développé des produits pour répondre à ça. Et du coup, derrière, la meilleure façon de dire aux gens, le meilleur argumentaire qu'on pouvait avoir, en tout cas, nous, côté marketing et la team d'Annecy, c'était de dire, mais venez essayer. Donc, on a mis tout le monde sur neige. Et le but de ces sorties, c'était d'avoir des gens qui se marrent, qui passent du bon temps et qui se créent des souvenirs. Et aujourd'hui, quand on a fait nos tests, quand on a fait essayer au magasin, tu en as fait partie, on a fait des lancements dans les pays, les gens, ils ont pris du plaisir, ils se sont marrés, et du coup, pour nous, le but, il était atteint, quoi. C'était de dire, on a mis les gens sur neige, ils ont testé, ils ont kiffé, et du coup, à partir de là, c'est cool, quoi. Je confirme, j'ai pris un peu de temps avec vous sur des phases de test, et puis aussi l'hiver dernier pour le pré-lancement auprès des magasins. J'avoue qu'on a passé de bons moments à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. On a bien mangé, passé un bon moment, mais je vous ai aussi observé, notamment dans les phases je ne sais pas si on peut dire ça, de prototypage ou de test. Et comme vous êtes des excellents skieurs, j'ai vu que vous vous amusiez. Et moi, c'est ce que j'adore dans cette pratique, c'est se servir du terrain. Alors, c'est pas un terrain de jeu au sens où on prend tout du terrain, et puis, mais on va utiliser en fait tous les reliefs pour s'amuser, pour sauter, pour être souple sur ses skis, se dire il y a un trou, c'est pas grave, on y passe dedans, il y a un creux, il y a un vallon, et c'est ça que j'aime dans cette rando nordique. Et j'ai l'impression que c'est cette philosophie que vous avez voulu mettre en place avec cette gamme de produits. Si tu veux, nous, le but, comme je disais, c'est qu'on est allé voir les consommateurs, on leur a posé des questions, comme consommateurs, magasins, experts, comme toi, on leur a dit, qu'est-ce que vous cherchez quand vous allez faire du backcountry? Et à partir de là, on a développé des produits qu'on a voulu hyper simples, de la simplicité. On nous a demandé de la sécurité. Et ce qu'on nous a demandé aussi, c'est des produits qui durent dans le temps. Parce qu'on sait que quand on achète un pack de backcountry, c'est pas pour la vie, mais c'est pour quelques années, voire quelques dizaines d'années pour certaines personnes. Et surtout, ce qu'on nous a demandé, c'est du fun. C'est des produits avec lesquels on s'amuse, avec lesquels on n'a pas peur, avec lesquels en descente on se marre, on n'est pas en mode survie, faut pas que je me pète la gueule dans la traversée. Donc on a vraiment travaillé des produits en partant de zéro, sans forcément regarder ce qui se faisait ailleurs, mais en s'appuyant vraiment sur les retours du terrain, les retours des consos, les retours des experts, etc., sur qu'est-ce qu'on cherche réellement quand on va faire du backcountry, et en quoi nous, avec les produits qu'on allait développer, qu'on allait prototyper, etc., les innovations qu'on allait amener, on allait répondre à ce besoin de base du consommateur et des skieurs de backcountry. Et du coup, c'est vrai que là-dessus, on s'est appuyé sur des experts, on a fait des tests avec des consos, avec des débutants, des pros, vraiment de tous les niveaux. On a poussé les skis au maximum. Donc c'est sûr que ça, c'est des phases où on se marre. Quand on va tester des skis et qu'on n'arrive pas à les casser, on se marre pour faire ça, parce que du coup tu les pousses vraiment à fond. Je me souviens, il y a eu des descentes qui ont été faites, ça a pris plus de 70 km/h. Tu vois, pour te donner une idée, il y a eu des backflips faits avec ces skis, il y a eu
On les a vraiment pas ménagés, mais l'idée c'était vraiment d'être sûr que le produit qu'on allait lancer, il allait répondre à ce besoin de fun et d'accessibilité qu'on voulait amener. Donc c'est vraiment le travail qu'on a fait là pendant plusieurs années, depuis le départ du projet jusqu'à la fin, pour arriver avec vraiment quelque chose de cool, d'innovant et qui donne envie aux gens de sortir. Alors, je peux en témoigner sur tout ce que tu viens de dire, puisque l'hiver dernier, j'ai skié avec vous, mais j'ai aussi fait tester plein de skis Salomon aux futurs moniteurs de ski qui font leur formation après Manon. Et je peux te dire que ça sautait dans tous les sens, ça faisait du 360. Et j'ai un scoop à te dire, c'est que nous, on a réussi à casser une paire de skis. Alors, pas qu'ils n'étaient pas solides, mais on avait posé une paire de skis sur une pulka. La pulka, elle a fait des bonds, mais des bonds très hauts. Et à la réception, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a cassé. Mais ce n'était pas une utilisation très conventionnelle. Voilà, donc j'en ai pas tellement fait de remarques auprès de votre bureau d'études. Ouais. On n'a jamais testé avec pulka. J'avoue, là-dessus, on n'a pas poussé jusque-là. Bon, et puis il y avait, je ne devrais pas le dire pour le fabricant de pulka, mais il y avait aussi quelqu'un dans la pulka, c'était pas vraiment l'usage. Mais en tout cas, ça permettait de tester à fond le matos. J'ai une dernière question avant d'arriver, parce que là j'ai vraiment envie de montrer les produits et d'en parler. Toi, tu me parles de backcountry, moi aussi je l'ai dit, mais j'ai aussi parlé de ski de rando nordique. Comment on l'appelle chez Salomon ce ski-là? Parce que tu sais, dans le Jura, par exemple, on l'appelle le petit ski. Est-ce que vous avez un nom qu'est-ce qui vous... Parce que l'appellation, c'est quelque chose d'important pour nommer une activité aussi. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui d'utiliser un mot anglais en disant ouais, on fait du backcountry, sachant que le backcountry, il faudrait dire c'est du nordique backcountry, parce qu'il y a le backcountry où on descend vraiment dans la puff. Donc voilà, c'est un peu mon interrogation. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet là-dessus? Alors aujourd'hui, nous, on dit backcountry parce qu'on travaille principalement en anglais au quotidien. Même si on est à Annecy, on est amené à travailler avec l'international. Donc on utilise le mot backcountry parce que c'est aujourd'hui le mot le plus répandu, en tout cas sur cette partie-là de la gamme. Après, donc nous, on a une partie sport donc dans notre gamme chez Salomon, donc là avec les skis de course et les skis de piste, qui est plutôt axé sur la performance, qui va s'adresser à des consommateurs qui vont sur les pistes d'Amé, qu'on connaît tous aujourd'hui. On a une deuxième partie dans notre gamme, qui est une gamme plus outdoor, dans laquelle on va retrouver 3 types de skis, et c'est peut-être là où je vais arriver à préciser un petit peu les choses. On a une partie qu'on appelle touring. Touring, c'est les gens qui débutent le ski à écailles, ski à peau de phoque, sur piste, avec des skis plus ou moins longs, plus ou moins larges, qui rentrent dans les rails. Des skis légers avec lesquels on va aller se balader en famille le week-end ou pendant les vacances quand on vient une fois par an au ski. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les skis de touring. On a une deuxième catégorie qui sont les skis off-track. Les skis off-track, c'est des skis qui vont pouvoir fonctionner sur piste, donc c'est des skis qui rentrent dans le rail, mais qui ont des spécificités du ski de backcountry, à savoir des écarts partiels, des écailles, éventuellement du rocker, une construction peut-être un peu spécifique, et qui sont des skis qu'on peut utiliser autant sur piste, et qui vont très bien fonctionner pour des gens qui ont besoin de confort, de sécurité en descente, de stabilité, d'un grip très fort en montée. Ils vont acheter des skis comme ça pour rester sur piste, et puis on va avoir des gens qui vont acheter ces skis-là pour sortir de la piste. Je te prends un exemple en Scandinavie. En Scandinavie, ils ont l'habitude le week-end d'aller dans leur cabine, dans leur chalet en montagne. Et pour aller là-bas, ils y vont avec la poulka, les enfants, la nourriture pour le week-end, les affaires pour le week-end. Donc ils commencent sur la piste, et puis ils ont 300-400 mètres à faire hors piste pour rejoindre le chalet. Et en fait, ça, c'est des skis qui vont parfaitement s'adresser à cette pratique-là, 50-50. Et enfin, on a les skis qu'on appelle donc de backcountry, de randonnée nordique en français, mais c'est vrai que du coup, nous on utilise plus le terme backcountry, mais BC, backcountry, rando nordique, c'est très bien. Qui là sont des skis qui vont s'adresser à des gens qui veulent aller explorer le hors-piste, tout simplement. Donc ça peut être du hors-piste plutôt plat,
plutôt vallonnée, plutôt escarpée, dans des conditions de neige variées, hein. Ça peut être de la belle poudreuse, profonde, donc c'est joli, mais des fois on galère parce qu'on rame un peu à avancer, ou de la neige béton après une chute de pluie ou après un bon coup de vent. Sur les plateaux ici, ça arrive de temps en temps, je pense, hein, où voilà, après un bon coup de vent, la neige elle est béton. Et donc on a différentes largeurs de ski, différentes spécificités de ski qui vont s'adresser à ces différents terrains et types de neige pour répondre au mieux aux skieurs, pour que les gens s'en sortent et se fassent plaisir et s'amusent, quoi, et passent du bon temps en extérieur. Voilà. Pascal, on les monte ces skis là? Écoute, tu peux, hein. On a le droit? Moi j'en suis très fier. En tout cas, tu peux y aller, hein. Alors je commence par quoi? Par le off-track, le backcountry? Allez, je commence par le... Il s'appelle comment celui-là? Celui-là, c'est l'Outside 65 Grip. Alors, tu peux m'en dire un peu plus? Donc, on est sur un ski plutôt backcountry pour celui-là, même s'il a des spécificités d'un ski d'off-track, notamment le side cut, donc la largeur du ski, voilà, donc en spatule et en talon, qui fait moins de 70. Un rail de ski de fond, c'est à peu près 7 cm de large. Il rentre dedans donc. Donc celui-là rentre dans le rail. C'est pour ça que je dis que c'est un ski d'off-track, mais plutôt typé backcountry, pour la simple raison, c'est qu'il a des quarts toute longueur. Ce ski-là, on lui a mis des quarts toute longueur. On l'a monté, on l'a laissé volontairement flat ou voilà, avec une fixation de backcountry. Donc ça, voilà, c'est l'Outside 65 Grip. Donc ça, c'est un ski qui va s'adresser aux gens, voilà, qui veulent soit qui ont des conditions de neige un petit peu compactes, qui vont chercher un ski qui est assez stable quand on est en classique. C'est un ski, donc comme je le disais tout à l'heure, avec des quarts toute longueur qui vont amener de la stabilité, qui vont amener du contrôle, notamment sur les neiges gelées ou voilà, un petit peu compliquées. Donc on est sur un noyau bois. Je ne sais pas si tu veux rentrer un petit peu dans le détail, on peut y rentrer après. Mais en tout cas, voilà, c'est un ski vraiment qui s'adresse à des gens qui veulent sortir des pistes, cet Outside 65, et qui pour autant fonctionne sur la piste sans problème. Est-ce que justement le side cut, la ligne de côte, sont quand même plus taillés pour être sur des profils plats légèrement vallonnés, alors que sur terrain accidenté? Alors pourquoi? Parce que ça va permettre de mieux glisser, peut-être d'avoir un côté plus propulsif. À l'inverse, sur des terrains plus accidentés, tu me diras si c'est OK. Est-ce que c'est peut-être plus difficile à amener à conduire en déclenchement de virage? Alors ce ski, effectivement, il s'adresse, comme je disais, pour des neiges un petit peu plus compactes, du fait de son side cut qui est assez étroit. Dans une grosse poudreuse, c'est pas forcément le ski que je prendrais. Okay. Par contre, sur une neige de printemps qui a bien gelé dans la nuit et qui décaille dans la journée, c'est un ski qui est parfait. Ça, c'est le ski, tout à l'heure on parlait des Scandinaves qui vont faire leur barbecue au printemps, c'est typiquement le ski qui va s'adresser à eux, quoi. Pour ces conditions-là, neige de printemps qui gèle, qui décaille, ou neige très compacte, ou après un bon coup de vent, où du coup ça a tassé ou ça fait ressortir un peu de glace. C'est un ski qui est parfait pour ça. Et pour autant, le rocker à l'avant voilà, va amener de la facilité quand même en descente, qui fait que tu vas te faire plaisir en descente et ce sera un super ski aussi quand tu rentres. Voilà, quand tu as fini ta sortie, que tu es arrivé au sommet de ta colline, de la vallée, voilà, tu vas te faire plaisir en descente. On parlera tout à l'heure de la fixation, mais là tu viens de dire avec les lignes de côte, il fait moins de 70, il passe dans les traces. Oui. Je vois que là la fixation elle dépasse un petit peu. Oui. Est-ce que c'est gênant par rapport aux traces? Non. Honnêtement, tu peux l'utiliser dans les traces. Les traces, c'est un peu évasé, hein. Ça a tendance à s'élargir. On les a testés dans les rails, ça fonctionne super bien. Il n'y a pas de problème. Après, quand tu mets beaucoup d'angles, mais ça c'est avec toutes les chaussures, tu vas toucher le côté des rails, quoi. Mais sinon, non, en classique, dans l'axe ou sur une utilisation entre guillemets normale, il n'y a aucun souci avec cette fixation et ce ski. Voilà.
peux dire que c'est mon préféré, celui-là. Tu peux, hein. T'as le droit. Hein. Il s'appelle comment, celui-là? Celui-là, c'est l'Outside 82 Grip. Ouais. C'est mon préféré parce que je sais que lui, il va passer vraiment partout, que je l'ai beaucoup utilisé, il est très joueur. Tout à l'heure, je t'ai coupé en disant on parlera de la construction après parce que finalement, les deux, c'est des skis backcountry, ils ont la même construction, mais je voulais déjà parler de la gamme et après, on va rentrer justement sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux me dire quel est son terrain d'utilisation? Pourquoi vous l'avez conçu? Alors celui-là, c'est le ski backcountry par excellence. C'est le plus versatile, c'est-à-dire que tu vas pouvoir l'utiliser absolument partout. Le seul endroit, entre guillemets, où il va pas très bien fonctionner, c'est dans les rails. Du fait de la largeur de sa spatule et de son talon, effectivement, c'est pas un ski qu'on va utiliser sur piste, même si tu peux très bien l'utiliser hors des rails, il n'y a pas de problème. C'est le ski de backcountry par excellence parce que c'est un ski avec lequel tu vas pouvoir aller partout, dans toutes les conditions. Et c'est quand même ce qu'on recherche. Quand on part à l'aventure hors des pistes, on ne sait pas forcément sur quoi on va tomber. Je veux dire, tu peux avoir une très bonne neige dans la plaine, et puis à un moment, il y a un vallon à passer avec une rivière, il y a plus d'humidité, la neige elle a croûté, elle est moins bonne, etc. Donc tu dois sans arrêt t'adapter. Et ça, c'est vraiment un ski du fait de sa largeur, du fait de toutes les développements, les choses qu'on a pu mettre à l'intérieur, en construction, en réglage, etc., qui fait que si aujourd'hui tu dois acheter une paire de skis pour faire du backcountry pur, effectivement c'est ce ski là qu'il faut prendre parce que il passe partout. Il est également très simple dans l'offre, on n'a que 2 tailles disponibles. Donc toi, j'imagine que tu as pris la plus petite. Vu ta taille, Régis, on peut le dire, tu es quand même très grand. C'est pour ça que le podcast s'appelle Le Grand Dehors. Hein. Donc effectivement, disponible en 2 tailles uniquement, parce qu'on voulait encore une fois amener de la simplicité dans tout ça, quoi. Donc, et pour autant, les 2 tailles fonctionnent avec tous les types de morphologie. Alors c'est là où, et je te coupe, mais c'est là où tu m'impressionnes parce que tu es en train de déconstruire tout un argumentaire qu'on a porté pendant des années en disant, en gros, si vous voulez vous faciliter la vie pour skier, on vous conseille de prendre un ski à sa taille ou plus court que soi, et préférentiellement un ski un peu plus large, parce que ça permet d'avoir une meilleure flottabilité et un meilleur déclenchement de virage. Et toi, tu es en train de me dire, on a choisi des lignes de côte ni trop étroites, mais ni trop larges. Et puis finalement, on a 2 tailles de ski. Donc pour les très grands, vous ferez... alors par exemple, moi je fais 1m98, je vais utiliser le 1m87. À vrai dire, j'ai utilisé aussi le 1m72 et ça allait très bien, je confirme. Mais on peut se poser la question... de ce découpage et par exemple de se dire oui mais si je suis une dame un peu fine, je fais 1m50, ça veut dire que je vais prendre des skis en 1m72 et est-ce que ça fonctionne et est-ce que derrière est-ce que ça fonctionne, c'est-à-dire en termes de maniabilité, j'insiste sur ce point-là parce qu'encore une fois la rando nordique, on a toujours le talon libre et c'est ce qui est c'est un peu la contrainte, la difficulté de ce ski. Donc, de dire le contraire de ce qu'on avait dit en disant c'est pas grave, tu fais 1m50, t'es légère et tu prendras des skis d'1m72, tu verras, ça va bien se passer. Je te taquine, mais on m'a déjà posé plusieurs fois la question. Alors, comme je t'ai dit en introduction, quand on a réfléchi à cette gamme, on est parti de la base. Et une des remarques qu'on a pu avoir, qui venait plutôt du côté des détaillants, des magasins, des gens comme toi, c'était de nous dire, mais nous, on veut de la simplicité aussi dans l'offre produit. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de skis, plein de tailles, on ne sait plus quoi donner à qui. Enfin voilà, il y avait beaucoup de complexité de ce côté-là, et du coup, on nous a demandé de la simplicité. Donc, quand on a réfléchi à nos produits, on a aussi réfléchi à cette simplicité dans l'offre. Et de se dire, si on est capable de faire un ski qui fonctionne pour tout le monde, mais on ne va pas se priver. Ouais. Et à un moment donné, allons-y. Donc du coup, on a vraiment développé le ski dans cette optique-là, de se dire, si on doit en faire une seule taille, il faut qu'elle convienne avec tout le monde, il faut qu'elle marche avec tout le monde.
Donc on a développé effectivement sur cet Outside 82, on a développé 2 tailles simplement. Et en fait, la taille de développement, c'était la plus petite. Donc tu as eu l'occasion de tester aussi la plus petite, évidemment, pendant les phases de prototypage et de test. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tout de suite, la petite taille, elle fonctionnait pour tout le monde. On avait des gens qui faisaient 90 kilos, on avait dans l'équipe des filles qui faisaient moins de 50 kilos, et pour autant, le ski fonctionnait, il grippait bien, et en descente, tout le monde s'éclatait, tout le monde était capable de descendre avec aisance, avec facilité, et à partir de là, on s'est dit, bingo, quoi. Bingo. Ce qui m'a bluffé en les testant, et en vrai, je les ai utilisés tout l'hiver dernier, et les 2 tailles, c'est la légèreté, et surtout la souplesse, le rocker. En fait, des fois, tu sais, en rando nordique, on a des changements de neige, on a des trous, et là, tu rentres dans le trou, et grâce au rocker, on dirait que c'est moi qui les ai conçus, les skis. Je fais de la réclame pour Salomon. Non, et vraiment, tu rentres dans le trou, ça ressort, et ça, j'ai vachement apprécié. Et c'est-à-dire que j'ai ressenti cette accessibilité, cette facilité. Je dis pas que avec mon niveau technique, c'est pas la révolution, c'est pas magique. Il faut quand même savoir amener un ski, savoir déclencher un virage. Mais quand même, je me suis dit, dans les accidents de terrain, et on en a beaucoup en rando nordique, il se passe quelque chose. Et des fois, tu as des skis qui sont trop rigides. Des fois, tu as des skis qui sont trop souples. Par exemple, je me souviens, le Salomon X Adventure, j'adorais. Mais il était très bon en poudreuse. Et il faisait du bruit en sur neige dure. C'était pas très agréable. Et tu disais, tiens, il se comporte un peu moins bien en neige dure. Là, j'ai l'impression qu'il passe tous ces caps-là. C'est clairement... Là, en fait, c'est très bien parce que tu me fais l'argumentaire avant que j'ai besoin de le faire. Donc, c'est parfait. Non, c'est ce que j'ai ressenti, hein. Comme je l'ai dit, on a voulu vraiment faciliter l'accès à la descente. Le côté skiabilité en classique, en montée, entre guillemets, on le maîtrisait par ce qu'on faisait sur la piste. En revanche, la descente, on a vraiment travaillé pour amener de la facilité à descendre. En fait, on s'est rendu compte, c'est que les gens, ils n'avaient pas de problème à monter. Par contre, à la descente, les retours qu'on avait, c'était « Ouah, moi j'ai tout le temps peur, j'y arrive pas, je suis en mode survie ». Et du coup, l'idée, c'était vraiment de sortir de ce mode survie pour que les gens s'éclatent. Et du coup, là-dedans, l'équipe de développement, ils ont fait un énorme boulot en amont des premiers protos, pour arriver à bien cerner tout ça, à régler des skis, à développer des skis, à construire des skis, qui du coup répondaient à ce besoin-là d'avoir du fun à la descente et de la facilité. Et du coup, on est arrivé avec un rocker, tu en as parlé, hein, qui est... hyper présent, hyper important en spatule, mais pas seulement. On l'a aussi au talon. Okay. Et en fait, le fait d'avoir un rocker important à l'avant et à l'arrière, ça va raccourcir en fait la zone de contact du ski sur la neige, et ça va amener une facilité de contrôle, de virage, de mouvement qui est accrue. Là où quand tu as un ski qui a une zone de contact neige très longue et très, très écartée, et c'est beaucoup plus difficile de le bouger. Là où nous, ce gros rocker à l'avant va te permettre de déjauger, donc de sortir de la neige. Effectivement, tu en as parlé, il y a des obstacles, il y a des, j'en sais rien, moi, il y a une taupinière, il y a une motte d'herbe, il y a un truc, sous la neige en backcountry, c'est pas tout lisse, donc il faut que le ski puisse suivre le terrain. Et effectivement, le rocker joue parfaitement ce rôle-là. Donc sur ce côté facilité d'accès au terrain, c'était le but recherché. Après, effectivement, il a d'autres buts, ce rocker. Pas uniquement cette facilité d'accès. Le fait d'avoir un grand rocker, ça te permet aussi de pouvoir aller chercher beaucoup plus loin derrière quand tu es en classique ou quand tu es en montée. Un terrain assez raide, si ton ski n'a pas de rocker et que ta spatule est assez plate, tu vas vite te retrouver limité, ou elle va planter, ou elle va te gêner. Là, pour plein de raisons, en fait, on a volontairement choisi d'aller vers un rocker hyper engagé, qui fait penser à des skis de freeride, des skis alpins de freeride. Et effectivement, sur un mur aujourd'hui, c'est des skis qui interpellent. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on a voulu mettre les gens sur neige pour qu'ils les essayent et qu'ils se rendent compte par eux-mêmes de ce que ça apportait d'avoir un rocker aussi important en bien. Et tu dis, il y a même un rocker à l'arrière. En fait, il y a un rocker aussi à l'arrière quand tu presses le ski.
l'arrière du ski elle ne touche plus du tout la neige, quoi. Est-ce que le fait qu'il y a une zone de contact qui soit plus grande ou plus importante permet de pallier finalement, encore une fois, mais peut-être que là je me trompe, c'est toi l'expert, au fait qu'il ne soit pas très large. On a des marques où ils vont chercher des spatules en 98, en 99, en 100. Là, c'est pas le cas. Est-ce que finalement, cette zone de contact permet de faire la même chose et du coup, on arrive à bien manier un ski et il reste léger en plus? Alors, effectivement, la largeur du ski va avoir une importance capitale sur la portance de ton ski. Un ski étroit en hors-piste va être compliqué à manœuvrer, là où un ski large va être beaucoup plus facile. En revanche, un ski large très long est très compliqué à manœuvrer, là où un ski large très court va l'être. Donc en fait, ce que tu vas gagner d'un côté, tu vas le perdre de l'autre. C'est-à-dire que si tu veux un ski avec du contact neige important, bah, ça va être soit joué sur la longueur. À l'époque, ils avaient des skis qui faisaient plus de 2 mètres 50 pour aller chasser. Et puis bah, nous, aujourd'hui, on a des skis qui sont beaucoup plus courts, beaucoup plus larges, mais qui pour autant ont la même portance à la fin. Nous, on a vraiment cherché le compromis. C'est de se dire, aujourd'hui, voilà, on a un ski à avoir. Si on doit avoir un seul ski en backcountry qui va répondre à toutes les conditions, c'est lequel? Et donc, on est parti sur ce side-cut-là, de 82 en spatule, qui est un side-cut qui nous permet aujourd'hui d'aller dans des neiges poudreuses sans problème. Et pour autant, la taille, donc toi, évidemment, tu as pris la grande taille. Tu mesures combien, Régis? 1,98. Voilà. Vous n'avez pas fait pour moi? Ben, écoute, celui-là est parfait pour toi, je pense. Oui. On a simplement fait 2 tailles, c'était pour augmenter du coup la portance, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont porter voilà, une attention particulière sur la taille du ski et la largeur pour avoir des skis qui sont vraiment avec un contact ski-neige hyper important, une surface de contact importante, notamment les grands gabarits. Et c'est pour ça qu'on a développé 2 tailles. En revanche, c'est sûr que la taille 172 peut convenir à absolument tout le monde. Et ça, on s'en est rendu compte pendant les tests, comme je le disais tout à l'heure, où on a des enfants qui ont testé les skis et avec lesquels bah, ils arrivaient à skier, quoi. J'ai l'exemple de la fille d'un de nos collègues aux États-Unis qui a utilisé le 172 et elle grippait, elle descendait facile, enfin voilà, il n'y avait pas de problème. Elle faisait 40 kilos, je crois, de mémoire. Donc voilà. Et pour autant, le ski, on l'avait testé la semaine d'avant avec des gens comme toi ou moi qui font plus de 70, 80 kilos, donc il n'y avait pas de problème. Ça glissait tout aussi bien et ça grippait tout aussi bien. Et pour tout le monde, la descente était quand même facilitée du fait du rocker et de la surface du contact ski-neige qu'on a réussi à mettre avec ces skis. C'est cool de simplifier la pratique et c'est les pratiquants qui vont vous remercier. Moi, si j'avais quelque chose à dire, c'est que si je dois partir sur une île déserte, alors tu me dis que c'est celui-là qu'il faut que je prenne. Moi, je te dis que c'est... Alors, une île avec de la neige. Ah oui. Après, tu peux essayer d'en faire dans le sable. Je pense que ça peut marcher. Il y en a qui s'entraînent en classique dans le sable. Mais effectivement, moi, si j'ai une paire de skis à emporter demain, c'est celle-là. Et j'ai une anecdote qui est assez cool, c'est que quand on a développé les skis, donc il y a 2 ans de ça, il y a un groupe de filles en fait dont on a entendu parler. Il y avait ma sœur dans ce groupe qui m'a dit on va partir en Laponie avec des copines et on va faire un raid à ski. Et donc ses copines, je les connaissais, et c'était pas du tout des experts. Donc ma sœur est monitrice de ski alpin, mais ses copines, c'est pas le cas. Il y avait une maîtresse d'école, il y avait une prof de VTT, il y avait une fille aussi qui travaillait chez Salomon, mais dans le textile. Ouais. Donc si tu veux, des profils complètement différents. Donc voilà, et du coup, elles me disent on part en Laponie. Je dis ok. Nous, on a des skis à vous prêter, on a du matos à vous prêter, et vous nous direz ce que vous en pensez, quoi. Et du coup, elles sont parties 1 semaine, 10 jours en Laponie avec nos prototypes, grandeur nature, en 172. Et elles sont revenues, elles avaient la banane. Elles nous ont dit mais merci, quoi. Trop bien les skis, on s'est éclatés. Et elles ont commencé comme des débutantes, quoi, en backcountry, tu vois bien, s'acclimater avec la poulka, l'habillement, etc. Donc elles partaient de zéro. Et à la fin, elles ont fait 10 jours de trek, elles se sont régalées, quoi.
Et du coup, je pense que nos skis, en tout cas le retour qu'elles en ont fait, c'est que nos skis les avaient enchantées et qu'elles s'étaient vraiment éclatées avec, quoi. Et donc je pense que le rocker, la facilité de manœuvrabilité des skis, etc., a participé aussi au fait qu'elles se soient amusées et qu'elles en aient vraiment profité, quoi. Ouais, puis ça veut dire aussi que ces skis, ils ont passé l'épreuve des contraintes. Alors j'allais dire du froid, mais pas que, parce qu'il y a le froid en Laponie, mais il y a aussi peut-être l'inexpérience. Et ça, c'est intéressant de voir, tiens, comment réagissent les skis avec les fixations. Si tu as une Pulka, les contraintes, elles peuvent être importantes. Et ça, c'est aussi c'était important pour vous d'avoir ce retour. Et c'est ce que vont attendre les pratiquants en disant ok, on a compris que ça facilitait la pratique, la glisse, etc. Mais si je veux partir en Laponie, en raid à ski, en fait, je peux aussi les prendre. Facilité d'accès, simplicité d'utilisation et réussite instantanée, j'ai envie de te dire. Tu vois, c'est-à-dire que t'as beau être débutant, tu te lances, t'as envie de réussir tout de suite parce que t'es là pour te faire plaisir. T'as fait plusieurs heures d'avion, là en l'occurrence en Laponie, mais tu peux faire la même chose sur le plateau ici ou dans le Jura, voilà. Donc c'était vraiment, voilà, un test grandeur nature. Alors bon, c'est un peu un pari, hein, qu'on a fait, Ouais, carrément. mais voilà, connaissant l'équipe qui partait, qui était très bon mood et qui avait pas peur de se mettre des galères dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que voilà. C'est des filles qui se marrent tout le temps. Ouais. Peu importe ce qui se passe, elles ont la banane et du coup c'est un régal. Et du coup, voilà, on leur a passé le matos en se disant au moins on aura des retours concrets, on aura un grand test, un test grandeur nature, et puis au moins s'il y a des choses qui vont pas, on aura aussi le temps de corriger avant de lancer le produit en magasin. Parce que ça, c'était il y a 2 ans. Ouais, ok. Donc si tu veux, ça nous a aussi laissé le temps derrière de pouvoir corriger s'il y avait des retours plus ou moins négatifs. Et c'est surtout une des seules fois où on a fait un test de 10 jours non-stop avec des gens qui... alors on le fait dans des centres de... Voilà, on fait des essais comme ça, mais en tout cas là, en grandeur nature, vraiment sur le terrain, c'était un super test pour nous et le retour, il a été très cool. Ouais, puis en plus c'était dans votre philosophie, donc et c'est bien aussi de féminiser la pratique, donc très bien. C'était. N'ayez pas peur d'en faire, les filles. Ouais. C'est top. Et pensez, Pascal, aussi aux jeunes, et ça c'est hyper important. Moi j'ai envie qu'il y ait de plus en plus de filles, de dames qui se mettent au backcountry et aussi aux jeunes, si on pouvait trouver, alors voilà, tu l'as dit, des tailles, mais aussi des pointures de chaussures, etc. Ça serait vraiment cool. Pascal, le backcountry c'est aussi un écosystème. On a parlé des skis. Alors, le temps passe, on ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails de la construction. De toute façon, on les retrouve sur les fiches techniques. Tu peux nous en dire quand même 2 mots et après, on va parler de l'écosystème. C'est hyper simple. Okay. On a des noyaux bois dans ces skis. Le noyau bois, ça apporte de la légèreté, ça apporte la rigidité nécessaire et également, ça permet aussi d'avoir des skis qui se tiennent au niveau de la torsion. Donc on a développé des noyaux spécifiquement pour avoir vraiment cette sensation de légèreté au pied. Donc ça, on a pu le faire avec le réglage du point de balance et comment on a shapé les skis pour vraiment qu'ils paraissent très légers au pied. Sur ce noyau bois, on amène des renforts. Donc là, on a de la fibre de verre qu'on voit par transparence sur nos skis. Donc on était assez fiers des skis, donc on a voulu montrer ce qu'il y avait dedans. Voilà, on n'a pas voulu cacher l'intérieur des skis. Et pour amener de la légèreté en spatule, et notamment accentuer cet effet de rocker, voilà, on a de la matière recyclée en fait dans le ski, qu'on voit là par transparence, et on a du liège sur le modèle du dessus, le 82. Donc du liège qui permet d'alléger la spatule, sur laquelle tu vas trouver l'encoche pour mettre les pots de phoque. Spécialement, voilà, si jamais il y a une condition de neige très dure, gelée, ou que le terrain est extrêmement escarpé, ou que tu as une Pulka qui est très lourde, et tu vas pouvoir mettre une skin en plus pour tracter tout ça avec sécurité et sérénité, parce que du coup, tu n'as pas peur de partir en arrière, quoi. On a des quarts toute longueur, donc ça, comme je disais tout à l'heure, ça va t'amener de la stabilité en descente, du contrôle, notamment dans les neiges gelées. Et sous le ski, hyper important, un grip avec des écailles. Voilà, donc qui va permettre aux skieurs de marcher avec
beaucoup de facilité, de ce qu'on appelle kicker, donc voilà, d'avoir un grip hyper serein, qui fait que tu pars pas en arrière, t'as pas de recul quand tu marches. On l'a voulu volontairement important pour amener ce côté sécu, tu vois, serein, pour que les gens, encore une fois, ils aient pas de mauvaises surprises. Et pour autant, sous la semelle, tu vois que c'est une semelle qui a été travaillée pour la glisse, avec une rainure, voilà, qui va t'amener de la stabilité, de la directivité quand tu es en classique, et qui pour autant vient pas ancrer ton ski de façon excessive quand tu es en descente, parce qu'on sait que voilà, trop de directivité tue le fun en descente, parce que du coup ton ski peut pas du tout bouger. Là, voilà, on a travaillé ça exprès pour que tu aies le niveau de directivité suffisant pour faire du classique voilà, dans l'axe, et pour autant pouvoir jouer sur le côté latéral pour la mise en courbe des skis. Et pour la mise en courbe, du coup, on va finir là-dessus, c'est le side cut, donc la ligne de côte des skis, avec voilà, ce côté parabolique qui fait penser un peu à un ski alpin sur nos skis, avec une spatule et un talon plus large que la largeur du ski sous le patin, qui là aussi va faciliter le contrôle quand tu vas traverser des pentes, parce que du coup tu vas avoir 2 zones de contact qui vont vraiment gripper, et également la mise en courbe de ton ski, parce que le côté parabolique va faire que ton ski va se courber, va se courber, et du coup va te faciliter la mise en virage. Et le rocker, on en a déjà pas mal parlé, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, mais en tout cas, voilà, des skis où on a voulu de la transparence pour amener ce côté légèreté. C'est des skis, comme tu le disais, qui sont légers. Quand on les prend dans la main, on sent vraiment la légèreté. Et on a voulu montrer cette légèreté avec de la transparence pour accentuer cet effet-là. Et si je peux finir là-dessus sur le ski, c'est qu'on a, au niveau du design aussi, on a voulu amener cet esprit un peu fantasy. Alors, c'est pas fantasy, mais en tout cas, ce qui fait rêver les gens quand on parle de backcountry. La première chose, si je te dis backcountry en Laponie, tu vas penser à quoi? Tu vas me dire le Père Noël, mais parce que voilà, on n'est pas loin de Noël. Ouais, c'est ça. Mais sinon, Ouais, je pense à l'arrière-pays, je pense aux grands espaces, là, ça le fait un peu. Là, aux aurores boréales. Voilà, tu vois, il y en a eu il y a 2 jours là en France. Aux aurores boréales, c'est vrai que les gens, quand tu leur parles de ski, de randonnée nordique, etc., ils pensent aux aurores boréales. Et du coup, on a voulu mettre ce petit clin d'œil dans le design de nos skis. Plus les couleurs un peu violettes aussi, les couleurs du ciel. Voilà, c'était l'idée. Pas de système de demi-pot pour le moment, peut-être? Non, en fait, on n'en a pas vu, encore une fois, par simplicité. Ok. Le grip était largement suffisant avec les écailles pour couvrir 95% de la pratique. Et sur les 5% restants qui peuvent être des situations de sécurité, typiquement, tu es au fond d'une vallée, tu dois rentrer au parking qui est au sommet. Là, il faut que tu puisses rentrer. Et donc, pour ça, on a la peau toute longueur qui fait super bien le boulot. Et encore une fois, si tu as besoin de tracter une poulka ou quoi, la peau toute longueur fait bien le travail, elle glisse super bien et tu n'auras pas de problème. Donc, non, on a choisi par simplicité de ne pas faire de demi-peau pour l'instant. Oui, et puis je dirais que moins on mettra les pots et plus on utilisera les systèmes des écailles et plus on sera léger et simple. Et c'est simple, quoi. Voilà. C'est simple, ouais. On parlait tout à l'heure d'écosystème. Vous avez, et ça c'est un point hyper important, développé une nouvelle fixation. Alors, est-ce que c'est... Alors, elle s'appelle la BC Outside. Qu'est-ce que c'est là, cet engin? C'est une nouvelle norme? Parce que là, tu me parles de simplicité. Tu peux m'en dire plus? Alors voilà, là tu as la BC Outside, donc c'est une nouvelle fixation qu'on lance cette année. Fixation dédiée à la pratique du backcountry. Donc c'est une fixation qui va fonctionner sur la franchise backcountry. Donc au niveau de la largeur de la chaussure, c'est ce qui équipe 90% des pratiquants aujourd'hui. Et encore une fois, par souci de simplicité, d'ouverture de la pratique aux gens, on a voulu faire simple et on a voulu s'adresser au maximum à tout le monde. Et du coup, tout le monde, il a une chaussure avec cette franchise backcountry sous les pieds. Et donc c'est pour ça qu'on a développé une fixation comme ça. Donc la BC Outside, voilà, c'est une fixe, on le voit, qui est assez lookée. Elle a un look assez avant-gardiste, hyper simple dans le design. Voilà, 2 couleurs, 3 couleurs avec le flexor. Voilà, donc hyper en trois parties. Simple à ouvrir, voilà, tu as la lanière que tu vas tirer. Tu peux fermer la fixation avec ton bâton, c'est-à-dire que tu viens presser avec voilà, exactement.
C'est-à-dire que tu as le sac à dos t'as le sac à dos sur toi, tu as 15 kilos dans le dos, tu n'as pas envie de te baisser pour fermer la fixation. Donc là, à ce moment-là, voilà, tu peux la fermer tout seul. Elle s'ouvre facilement, elle se ferme facilement. Elle est très rigide, ce qui apporte du coup en descente un contrôle optimisé de ce que tu vas faire avec tes skis. Avoir des super skis, mais avoir dessus un set fixation chaussures qui est tout souple, tu vas perdre tout le bénéfice. Donc l'idée, nous aussi, c'était de développer un set complet. Ski, fixation, chaussures. Donc le ski, voilà, on en a parlé longuement. La fixation, ça va être vraiment l'interface avec la chaussure et le pied. Donc c'est hyper important dans le contrôle qu'on va pouvoir amener en descente. Et c'est pour ça que voilà, on a voulu une fixation quand même rigide qui tient bien au pied. Ensuite, quand on est en backcountry, on marche. On monte, donc on a besoin d'avoir de la skiabilité et du déroulé de pied. Et donc pour ça, on a vraiment pensé à un moteur pareil, en s'adressant aux consos, en s'adressant aux experts, pour avoir une fixation qui ne va pas limiter la pratique. Et donc pour ça, on a voulu un moteur hyper fin, qui du coup va permettre à la chaussure d'aller vraiment chercher loin devant, d'avoir un maximum de liberté dans le mouvement. Le flexor étant très souple, on voit que la chaussure, elle peut aller quasiment comme une chaussure de classique de compétition, où on va aller chercher complètement à l'avant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu, c'est d'avoir cette légèreté. Donc, effectivement, dans le poids, c'est une fixation qui est légère, mais hyper important dans le feeling. Et donc, dans le feeling, la légèreté, ça passe aussi par cette liberté de mouvement qu'on va retrouver avec cette fixation-là. Je me mets à la place des pratiquants. Aujourd'hui, on a d'autres marques de fixation, notamment Rotefella qui fabrique les modèles NNNBC et puis aussi maintenant le modèle Explore. Qu'est-ce que cette fixation elle apporte en plus par rapport au NNBC par exemple? Alors là-dessus, voilà, encore une fois, comme je te disais au départ, nous, on ne s'est pas forcément basé sur l'existant pour développer notre fixation. On a vraiment développé la fixation qui allait répondre aux besoins de nos consos, de nos skieurs, etc. Je pense qu'elle amène beaucoup plus de liberté dans le mouvement. Déroulé de pied, voilà, on va chercher. En tout cas, je pense qu'on va chercher plus loin. Et sur l'utilisation et la simplicité de l'offre. Simplicité de l'utilisation. Ouverture, fermeture et simplicité de l'offre aussi parce que voilà, on a une fixation qui s'adresse au plus grand nombre, en tout cas au plus grand nombre. On a une fixation et pas trois. À y regarder plus de près, puis on a commencé nous puisqu'on commercialise depuis cet hiver, depuis cette saison, on a commencé à faire des montages. Moi j'ai constaté aussi, au-delà de les avoir utilisés sur le terrain, de la simplicité dans les mécanismes. Il n'y a pas 10 milliards de pièces. On a un bloc au niveau de l'arrière de la chaussure. Il n'y a pas forcément besoin de régler la taille de la chaussure. Mais même, je dirais, au niveau des pièces, moi, en fait, comme ça m'inspire assez confiance. Alors, pour une pratique, tu vois, à la journée, à la demi-journée, comme tu le disais, une pratique plaisir. Mais aussi, si demain, je devais partir en raid à ski en me disant, attends, est-ce que si ça casse ou pas, est-ce que ça va casser? Voilà, comme ça donne une sensation de fiabilité à voir avec le temps, mais ouais, c'est un peu ma remarque aussi générale, quoi. Simplicité, ouais. Accessibilité et performance, parce que la fixe doit être performance, doit être durable, doit être robuste, et c'est vraiment ce qu'on a fait avec cette fixation-là. Et comme je te le dis, on l'a testé en conditions grandeur nature, on les a poussés vraiment fort. Et à la fin, on se rend compte que c'est des fixes qui tiennent et qui répondent en tout cas aux attentes qu'on avait mis dedans et au développement qu'on a pu faire. Pascal, j'ai compris que vous aviez vraiment travaillé votre gamme backcountry avec votre état d'esprit sans trop regarder ce qui se faisait et puis là où vous vouliez aller. Et je trouve ça très bien parce que du coup, ça donne une autre vision. Parce que pour le coup, souvent, on voit que dans certaines marques en fait on reproduit des schémas, notamment dans les chaussures, notamment dans pas mal de choses, et que là on retrouve la petite patte Salomon en disant nous on est capable d'aller chercher le petit plus, d'aller chercher l'innovation, mais je vais quand même essayer de te pousser dans tes retranchements. Il y a quelques années, Rotefella a sorti une fixation qui s'appelle la Explore. Alors tu vas me dire oui, elle est peut-être un peu compliquée, elle a plusieurs flex, elle coûte cher. Ça c'est vrai qu'il y a des arguments pour, il y a des arguments contre.
contre. Mais pour le coup, elle est aussi venue à amener du déroulé de pied, et je dirais aussi du maintien et du contrôle directionnel. Est-ce qu'on pourrait imaginer que cette fixation BC Outside de Salomon, on pourrait l'installer sur tous les skis, même les plus larges du backcountry, des skis que vous ne faites pas, hein, je pense à des skis chez Fischer, chez Rossignol, etc. Est-ce qu'on pourrait, par rapport au test que vous avez fait, dire qu'elle est dans le match? Oui. En termes de contrôle directionnel et encore d'apport, de facilité par rapport à une Explore? Oui. Sauf que... Non, je plaisante, mais en fait, dans les tests qu'on a pu faire, le but, c'était de s'adresser au plus grand nombre. Donc effectivement, le déroulé de pied, la rigidité, le contrôle en descente, c'est vraiment des choses sur lesquelles on a travaillé. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on est à un niveau de performance équivalent à ce que la concurrence peut faire. Et c'est ce qui aussi nous réconforte et comment dire, ça nous satisfait parce qu'aujourd'hui on a une fixation qui est hyper performante en descente que tu peux utiliser sur des skis larges. Alors après attention, plus le ski va être large, plus il va falloir avoir une chaussure qui est rigide pour du coup pouvoir contrôler la largeur du ski. On sait que c'est là où il y a le problème, enfin où peut être le problème maintenant, c'est que sur un ski large il faut avoir une chaussure qui tient. Et du coup, derrière, non, mais par contre, notre fixation là-dessus, j'ai aucun problème à dire qu'elle va très bien fonctionner sur des skis larges. Je l'ai testé et j'invite les auditeurs à la tester parce qu'ils vont être agréablement surpris. Tu parlais des chaussures. Ici, j'ai un modèle qui s'appelle l'Escape Outback de Salomon. Oui. Vous avez pour l'instant, cette saison 2025-2026, un modèle de chaussures. Ouais. Tu peux m'en dire plus et peut-être aussi nous parler de la suite, s'il y a une suite. Alors aujourd'hui, on a l'Escape Outback, donc qui est une chaussure en cuir, dans laquelle on a un fit confortable, de la chaleur. C'est une chaussure qui est étanche et c'est une super chaussure de backcountry avec un déroulé de pied et un flex qui est hyper intéressant pour du backcountry. Semelle qui va te permettre de marcher, qui grippe bien, même sur la glace. Donc aujourd'hui l'Escape Outback c'est la chaussure qui va parfaitement avec notre set. Et encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, c'est qu'on a développé un set complet. Et du coup, pour développer ce set complet, on s'est appuyé sur cette chaussure pour faire nos tests et pour faire le développement de la fixation et du ski. Si demain, effectivement, on voit qu'il y a une opportunité à développer une nouvelle chaussure ou un nouveau ski, effectivement, on ira. Aujourd'hui, on a souhaité développer les basiques du backcountry. C'est pour ça qu'on arrive avec uniquement 2 modèles de backcountry et un modèle d'off-track en 65 au patin, en spatule. Mais demain, on ne s'interdit pas d'aller élargir un petit peu la palette de la gamme sur peut-être du plus large, peut-être du plus étroit. Aujourd'hui, les possibilités sont variées. Et en chaussures, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a une chaussure. On sait que les besoins du consommateur peuvent être divers selon les pratiques. Et effectivement, on n'est pas fermé dans le futur à avoir de nouvelles choses qui arrivent. Bon, je crois que ce soir, j'en saurai pas plus, mais j'ai bien compris que... Non, en tout cas, on travaille. Nous, l'idée, c'est vraiment comme on disait, de travailler pour le conso, pour les détaillants, pour avoir des choses qui font sens et pas de développer pour développer. Aujourd'hui, je pense que la société, elle n'est plus là-dedans. En tout cas, si on a des choses à développer, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose à apporter au niveau de la pratique. Et c'est pour ça que du coup, on cherche pas... Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas avec un mural complet de ski, mais on a vraiment voulu faire les essentiels pour que les gens, avec nos produits, ils s'éclatent. Peu importe où ils sont dans le monde, peu importe les conditions, peu importe le terrain, etc. Simple, accessible, Exactement. solide, durable. Pascal, on a passé un super moment ensemble. On va peut-être clôturer cette conversation. Tu as peut-être quelque chose encore à me dire ou j'ai pas posé une question?
Non, en tout cas, merci pour l'invitation. Encore une fois, c'était un super moment. Ravi de parler de backcountry. Je crois que c'est la première fois qu'on en parle autant, ou que j'en parle autant, donc c'est cool. On est au début de l'hiver. Voilà, on voit que la neige a commencé à tomber sur les sommets. Je pense que les premiers énervés de backcountry français ont déjà dû mettre les spatules dehors, vu qu'il y a eu de la neige en station, un peu plus haut. Mais en tout cas, voilà, l'hiver qui se profile, j'espère qu'il va être gavé, comme on dit, qu'on va pouvoir en faire de partout. Et puis en tout cas, moi j'invite vraiment les gens, c'est à essayer les produits, à aller sur neige avec, à s'éclater et à pas avoir peur de sortir de la piste. C'est pas dangereux, c'est cool, on s'éclate, on passe des bons moments et on se crée vraiment des souvenirs de fou. Et pour l'avoir expérimenté moi-même, c'est clair que c'est une pratique qui est vraiment super. Le ski d'avenir, un ski ludique, joueur. Pascal, un grand merci pour cette conversation passionnante et pour ce regard Merci, intérieur. Merci à toi, c'était à la fois un échange talent libéré et technique. Bravo aussi à toute la team Salomon pour ce comeback, ça nous fait bien plaisir et je suis sûr que les pratiquants vont suivre. On va suivre de près l'aventure car c'est que le début, j'ai l'impression. Et pour les auditeurs, toute la gamme Salomon Outside est bien sûr disponible chez Aventure Nordique. Et vous pourrez même venir les tester en location depuis notre camp de base à Lançon-Vercors. Parce que comme le disait Pascal, le mieux c'est d'aller sur la neige, d'aller essayer. Je vous souhaite à tous une bonne glisse, skiez bien, hors des sentiers battus et talons libérés. Merci Régis. Salut Pascal. Salut. Vous venez d'écouter Le Grand Dehors, le podcast d'Aventure Nordique. Pour prolonger l'expérience, retrouvez nos équipements sur aventurenordique.com, nos conseils, tests et comparatifs sur notre blog. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. À bientôt et profitez du dehors!